Imaginez un fleuve immense, le Rhin. Il est gris, il est puissant, il charrie dans ses eaux tumultueuses les débris des siècles et les promesses de l'avenir. Il ne fait pas que séparer les terres, il relie les âmes. C'est là, dans les brumes d'une petite ville d'Allemagne, au bord de ce géant liquide, que naît Jean-Christophe. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas une simple histoire inventée. C'est le récit d'une vie qui déborde, qui coule, qui s'apaise et qui tempête. Nous appelons cela un roman fleuve. Et jamais terme littéraire ne fut plus juste. L'homme qui a creusé le lit de ce fleuve se nomme Romain Rolland. C'était un bâtisseur de ponts, une conscience lumineuse qui, à l'aube du XXe siècle, alors que l'Europe aiguisait ses armes et retenait son souffle dans l'attente de la Grande Guerre, a choisi de chanter la fraternité. Il a écrit cette épopée entre 1904 et 1912, comme on érige une cathédrale face à l'orage. Cette œuvre magistrale, qui lui vaudra le prix Nobel de littérature, est née d'un besoin urgent. Celui de respirer dans un monde qui étouffe. Vous arrive-t-il parfois de vous sentir à l'étroit dans votre époque ? De trouver que le monde manque de vérité, que les sourires sont des masques et que l'air est vicié par le compromis. Si oui, alors Jean-Christophe est votre frère. Car ce récit est une quête de pureté. Le héros, ce musicien de génie dont l'âme rappelle celle de Beethoven, va traverser l'existence comme on traverse un incendie. Il va connaître la pauvreté, la solitude, la trahison, mais aussi l'amitié sacrée et l'amour dévorant. Mais au cœur de ces tourments, il porte une lanterne dont la flamme ne vacille jamais. Romain Rolland nous offre, au travers de son personnage, une leçon de vie qui résonne encore aujourd'hui avec une force prophétique. Écoutez bien cette vérité, car elle est la clé de voûte de tout notre voyage. Il n'y a qu'un héroïsme au monde. C'est de voir le monde tel qu'il est et de l'aimer. Comprenez-vous la puissance de ces mots ? Il ne s'agit pas de fuir la réalité, ni de s'y soumettre avec amertume. Il s'agit de la regarder en face avec ses laideurs et ses injustices, et de trouver en soi la force colossale d'aimer la vie malgré tout. Ce que je vous propose maintenant, ce n'est pas seulement d'écouter l'histoire d'un musicien révolté, c'est d'ouvrir un manuel de survie pour l'esprit. C'est d'apprendre comment une âme chaotique peut, note après note, douleur après douleur, trouver le chemin de l'harmonie. C'est l'histoire d'une réconciliation impossible devenue possible. Approchez-vous de la rive. Le courant est fort, mais il porte vers la lumière. Le voyage commence. Tout commence à l'aube, lorsque la lumière est encore fragile et que les ombres sont longues. Imaginez une graine de chêne tombée sur un sol dur, rocailleux, balayé par les vents. C'est là que notre Jean-Christophe prend racine. Je vous invite à entrer sur la pointe des pieds, dans la maison de son enfance. N'écoutez pas avec vos oreilles, mais avec votre peau. Pour cet enfant, le monde n'est pas fait d'objets, mais de vibrations. Dans cette demeure modeste des bords du Rhin, l'air tremble. Il y a le grand-père, figure vénérable et rigide, gardien d'une tradition musicale qui rassure.
Mais il y a surtout le père, Melchior. Ah, Melchior, un violoniste au talent gâché. Un homme que l'alcool et l'orgueil ont rongé de l'intérieur. Pour le petit Christophe, la musique ne fut pas un jouet. Elle ne fut pas cette mélodie douce que l'on fredonne pour s'endormir. Non, elle a surgi en lui comme une tempête divine. Il ne l'a pas choisie, elle l'a envahi. Son père, voyant en lui l'éclat du prodige, a voulu le dresser comme on dresse un animal de foire, espérant racheter ses propres échecs par la gloire de son fils. Voyez-vous cet enfant assis devant le vieux piano. Il est terrorisé, et pourtant, il est roi. Romain Rolland nous décrit avec une justesse poignante l'univers sonore de cette maison. Chaque bruit devient un personnage de son drame intérieur. Le bourdonnement du poêle, le grincement du parquet, le vent qui siffle dans la cheminée, et parfois, les cris, les portes qui claquent. Tout cela se mélange dans sa tête pour former une symphonie de peur et de rêves secrets. L'enfant apprend très tôt que la souffrance a un rythme et que ce rythme peut devenir beauté. Mais le génie est une île déserte. En grandissant, Jean-Christophe découvre qu'il parle une langue que personne ne comprend. La petite ville allemande qui l'entoure est une prison de velours, faite de conventions bourgeoises, de sourires hypocrites et de médiocrité satisfaite d'elle-même. On se méfie de son regard trop ardent. On juge sa sincérité comme une impolitesse. Vous êtes-vous déjà senti étranger parmi les vôtres? Avez-vous déjà ressenti ce froid de l'incompréhension? Christophe, lui, gèle de l'intérieur. Et puis vient l'inévitable blessure du cœur, la première amour. Il offre son âme entière, naïve et brûlante, à une jeune fille de bonne famille. Mais le monde lui rappelle brutalement sa place. Il n'est qu'un musicien, un serviteur, un pauvre. On ne mélange pas les rangs. Cette trahison sociale et sentimentale est le coup de marteau sur l'enclume. Au lieu de le briser, elle le forge. C'est dans ses larmes amères que meurt l'enfant docile et que naît l'homme intransigeant. Il comprend que pour rester fidèle à la musique qui gronde en lui, il devra marcher seul. Il transforme sa douleur en une forteresse. Il est prêt désormais. Le torrent a quitté sa source. Il dévale la pente, furieux et magnifique, prêt à se heurter au vaste monde. Parfois, pour qu'un arbre grandisse, le vent du destin doit l'arracher à sa terre natale. Après un acte de rébellion nécessaire, une révolte contre l'injustice brutale de la force militaire, Jean-Christophe doit fuir. Il laisse derrière lui les brumes lourdes de l'Allemagne pour se jeter dans le brasier de Paris. Je vous demande d'imaginer ce choc. Imaginez un chêne centenaire, sauvage et noueux, que l'on essaierait soudainement de planter dans un vase de porcelaine fine. Paris l'accueille, non pas avec des bras ouverts, mais avec un tourbillon de lumière et de bruit. Christophe marche dans les rues de cette ville immense, et il se sent plus seul que dans le désert. Autour de lui, tout brille, mais rien ne chauffe. Il découvre ce que Romain Rolland a nommé, avec une ironie mordante, la foire sur la place. C'est le monde des apparences, des salons littéraires où l'on parle beaucoup pour ne rien dire,
où l'esprit est une monnaie d'échange et où l'art est devenu une simple décoration. Pour notre héros, qui porte en lui la musique comme une religion, ce spectacle est une torture. Il voit des musiciens qui fabriquent des sons pour plaire, comme des confiseurs fabriquent des sucreries. Il voit des écrivains qui mentent pour séduire. Or, pour Christophe, le mensonge dans l'art est le péché capital. Il considère que tricher avec le beau, c'est salir l'âme du monde. Il est cet ours mal léché qui entre dans un magasin de cristal. Il effraie les dandys et les mondains par sa sincérité brutale. Quand il murmure des politesses, lui rugit sa vérité. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir invisible au milieu de la foule? De marcher dans une rue bondée en ayant l'impression d'être transparent? Christophe connaît cette douleur. Il vit dans une mansarde glaciale, il a faim, son manteau est usé jusqu'à la corde. La pauvreté matérielle l'enserre comme un étau. Et pourtant, je vous le dis, dans cette chambre vide, il est le plus riche des hommes. Car il possède ce que la foire parisienne a perdu. Il possède son intégrité. Il refuse de vendre une seule note de sa musique pour un morceau de pain. Il préfère le froid de la solitude à la chaleur tiède de la compromission. C'est une leçon difficile que nous offre ici ce géant exilé. La véritable noblesse ne se trouve pas dans le velours des salons, mais dans la fidélité à soi-même. Au milieu du bruit artificiel de la ville, Christophe apprend à protéger le silence sacré de son cœur, attendant, sans le savoir en cœur, l'âme sœur qui saura enfin l'entendre. Et puis, au cœur de l'hiver de sa solitude, le printemps finit toujours par percer la neige. Je vous invite maintenant à entrer dans le sanctuaire, quitter le bruit de la rue, quitter la fureur du monde et monter avec moi dans ce petit appartement parisien, suspendu comme un nid au-dessus de la ville. C'est ici que se joue le miracle. Jean-Christophe rencontre Olivier Janin. Si Christophe est le torrent qui dévale la montagne, Olivier est le lac paisible qui reflète le ciel. Si Christophe est le chêne noueux qui défie l'orage, Olivier est le roseau pensant, fragile en apparence, mais dont la racine puise au plus profond de la terre. Regardez-les, ils sont l'opposé l'un de l'autre. Et pourtant, ils sont la même âme divisée en deux corps. Christophe est la force, le corps, le doute bruyant et passionné. Olivier est l'esprit, la clarté, la foi silencieuse et inébranlable. À travers l'étreinte de ces deux hommes, Romain Rolland ne nous raconte pas seulement une amitié, il dessine un rêve pour l'humanité. Il nous montre que l'Allemagne et la France, ces deux sœurs ennemies, qui s'apprêtaient à s'entretuer dans la réalité de l'époque, sont en vérité les deux ailes nécessaires de l'Occident. L'une ne peut voler sans l'autre. L'une apporte la vigueur et la musique, l'autre apporte la lumière et la mesure. Avez-vous déjà connu une amitié qui vous rendait meilleur? Une présence qui, sans un mot, apaisait vos tempêtes intérieures. C'est ce qu'ils vivent. Dans la modestie de leur logis, ils bâtissent un îlot de pureté. Dehors, la foire sur la place continue de vendre ses mensonges. Mais ici, entre ces quatre murs, on ne respire que de l'air pur. Ils travaillent, ils lisent, ils partagent le pain et les rêves,
un moment de grâce absolue, une parenthèse enchantée où le temps semble suspendre son vol. Il y a une beauté poignante dans leurs soirées. Souvent, ils ne se parlent pas. Les mots sont parfois trop lourds pour dire les choses de l'esprit. Ils sont assis l'un près de l'autre, et leur silence est une conversation plus riche que tous les discours des savants. Dans ce silence habité, Christophe sent fondre sa colère. Il comprend que sa force n'a de sens que si elle est guidée par la sagesse d'Olivier. Et Olivier comprend que sa lumière n'a de vie que si elle est chauffée par le feu de Christophe. Je voudrais que vous ressentiez cette phrase, que l'âme de l'un murmure à l'âme de l'autre. Une vérité qui devrait être gravée au seuil de toutes nos maisons. Je suis calme désormais. L'obscurité peut venir. La douleur peut frapper à la porte. Je ne crains plus rien. Car dans l'immensité de l'univers, une certitude me tient chaud. Je ne suis pas seul, puisque tu existes. Gardez cette image en vous. Celle de deux hommes qui, par la force de leur affection, réparent le monde brisé autour d'eux. C'est l'harmonie des contraires, la preuve vivante que l'amour est la seule architecture qui ne s'effondre jamais. Mais le ciel ne reste jamais bleu éternellement. Et même les sanctuaires les plus purs ne sont pas à l'abri des vents du monde. Il est une loi cruelle qui veut que ce qui nous est le plus cher nous soit parfois arraché, pour que nous apprenions à marcher sans béquilles. La digue se rompt. Le fracas de l'histoire, avec ses foules en colère et ses drapeaux levés, vint briser le silence sacré des deux amis. Lors d'une journée de tumulte, un 1er mai rouge de fièvre et de sang, le destin frappe. Olivier, cette lumière douce, ce roseau pensant, est piétiné. Il meurt. Et avec lui, c'est la moitié de Christophe qui s'éteint. Je vous demande de ressentir ce vide. Ce n'est pas seulement un deuil, c'est une amputation. Christophe n'est plus que force aveugle, un corps sans tête, un titan blessé qui hurle sa douleur face au ciel vide. Il doit fuir, encore une fois. Il quitte la France pour les montagnes de Suisse, pensant que l'altitude pourra geler ses larmes. Mais la douleur est une ombre fidèle, elle voyage avec vous. C'est ici que notre héros entre dans ce que Romain Rolland a nommé le buisson ardent. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas le feu divin qui éclaire Moïse. C'est un feu qui brûle sans illuminer. C'est l'incendie de la passion destructrice. Brisé, vulnérable, Christophe cherche l'oubli dans les bras d'une femme, Anna. C'est une liaison interdite, une fièvre adultère. Lui, l'homme de l'exigence morale, le voilà qui descend dans la matière, qui s'enlise dans les tourments de la chair, pour faire taire les cris de son esprit. Ne le jugez pas trop vite. Nous avons tous, à un moment de notre traversée, connu ces instants où la boussole s'affole, où, pour ne plus souffrir de l'absence, on se jette dans une présence qui nous consume. Sa musique, jadis si claire, change de visage. Elle devient dissonante, chaotique. Elle ne chante plus, elle gronde.
C'est le son d'une âme qui se débat dans la boue, rongée par la culpabilité et le désir. Christophe touche le fond de l'abîme. Il est seul, terriblement seul, loin de la pureté de son art, loin du souvenir d'Olivier. Mais écoutez bien ceci. Il faut parfois que le bois brûle pour devenir cendre, car c'est seulement de la cendre que peut renaître le phénix. Christophe est en train de mourir à lui-même. Ignorons encore que cette agonie est le prélude nécessaire à sa plus grande métamorphose. Tout fleuve, aussi furieux soit-il, finit par s'élargir pour embrasser l'océan. Remarquez maintenant les eaux de la vie de Jean-Christophe. Elles ne rebondissent plus contre les rochers, elles glissent, profondes et silencieuses, vers l'infini. Nous retrouvons notre héros au crépuscule de sa vie. Il a trouvé refuge dans la lumière dorée de l'Italie. Les tempêtes sont passées. Auprès de Grazia, cet amour qui n'est plus une fièvre, mais un port, il connaît enfin l'apaisement. Sa musique a changé. Elle a perdu sa violence pour gagner en vastitude. Elle ressemble désormais au ciel du soir, immense et constellé d'étoiles. Il regarde la nouvelle génération s'agiter avec bienveillance. Il ne comprend plus toujours leur langage, mais il sourit, car il sait que la vie doit continuer sans lui. Et c'est ici, sur la rive ultime, que le sens de son nom se révèle pleinement. Comme le Saint Christophe de la légende, il entre dans l'eau sombre pour une dernière traversée. Il porte sur ses épaules un enfant. Cet enfant, c'est l'humanité, c'est l'avenir, c'est le poids terrifiant et merveilleux du monde. Le fardeau est lourd, l'eau monte, mais le vieux géant ne plie pas. Il sait qu'il ne porte pas la mort, mais la naissance. Dans son dernier souffle, il ne dit pas adieu à la lumière, il lui dit bonjour. Il a traversé le fleuve. Il a déposé l'enfant sur l'autre rive. Il est en paix. Nous avons suivi le fleuve depuis sa source jusqu'à la mer, mais ne croyez pas avoir simplement écouté l'histoire d'un musicien de papier. Jean-Christophe est bien plus que cela. C'est le chant éternel de la condition humaine. C'est le cycle inlassable de la vie qui souffre, qui tombe, qui meurt et qui renaît sans cesse, plus vaste et plus aimante. Dans notre monde d'aujourd'hui, qui vacille parfois sous le poids des apparences et du faux, cette œuvre se dresse comme un phare dans la brume. Elle nous rappelle que la fraternité n'est pas un vieux rêve fané, mais une urgence absolue. Elle nous murmure que l'intégrité est la seule richesse que le temps ne peut nous voler. Ce livre est un don de courage. Il est une main tendue à travers le siècle pour nous dire de tenir bon. Je ne peux que vous inviter à ouvrir ces pages, à vous laisser porter par ce courant magistral. Mais plus encore, je vous invite à écouter votre propre musique intérieure. N'ayez pas peur de vos dissonances, ni de vos orages. Osez être, vous aussi, un Christophe dans votre propre existence. Osez voir le monde tel qu'il est, et ayez l'audace de l'aimer. Merci d'avoir navigué avec moi sur ces eaux tumultueuses et magnifiques. Je vous laisse maintenant. Que le silence qui suit mes derniers mots ne soit pas un vide, mais un apaisement. Qu'il résonne en vous comme une note finale, parfaite et suspendue,
d'une symphonie achevée.